Bienvenue dans notre nouveau webinaire. Donc, chères diététiciennes, chers diététiciens, l'AFDN et Nestlé NutriPro ont le plaisir de vous proposer aujourd'hui ce quatrième webinaire de notre cycle qui est dédié, donc, comme vous le savez, à l'alimentation durable. C'est une thématique sur laquelle vous avez souhaité avoir des informations fiables et d'actualité. Et vous pouvez d'ores et déjà retrouver nos 3 premiers webinaires en replay sur le site de la FDN et sur le site de Nestlé NutriPro. Donc aujourd'hui, nous abordons plus spécifiquement la question de l'adéquation d'une alimentation durable avec les besoins nutritionnels du sujet vieillissant. En effet, bien vieillir, comment végétaliser son assiette sans risque. Bien manger pour bien vieillir, voilà un leitmotiv pour nombre de personnes aujourd'hui et un motif effectivement de consultation également. Comment intégrer sans risque la dimension de durabilité à cette démarche de prévention, puis à une alimentation plus spécifique lorsque le vieillissement est là? Pour nous éclairer sur ces points, 2 experts intervenants aujourd'hui. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Dardevet dans un premier temps, pour une partie, plus théorique. Dominique est directeur de recherche à l'INRAE en unité de nutrition humaine. Il est docteur en physiologie de la nutrition et nous l'avons invité car il est spécialiste des fontes musculaires, des pertes de mobilité dans le cadre du vieillissement et parce que ses travaux portent, plus spécifiquement sur la formulation de stratégies nutritionnelles adaptées aux seniors. Dans un deuxième temps, pour une partie plus pratique, nous allons bénéficier des conseils de Célia Cossin, qui est diététicienne nutritionniste en EHPAD depuis plus de 20 ans et une véritable spécialiste de la nutrition du sujet âgé et qui a beaucoup de choses à nous apprendre dans les conseils pratiques pour une végétalisation adaptée aux seniors. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la main et la parole à Dominique Dardevet. Dominique, vous êtes prêt? Oui, oui, je suis prêt. Tout le monde Parfait. m'entend. On Alors m'entend c'est bien, ça. c'est bon? Ouais, on vous Voilà. entend bien. Ok, Pas de souci. parfait. Bonjour à tous et puis merci pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais faire une partie peut-être un peu plus théorique sur le rôle des protéines et pourquoi nous mangeons des protéines avec effectivement une application plus spécifique donc sur le senior. Ah, alors, attendez, ça passe pas. Alors, je commence toujours mes exposés pour faire un petit rappel de qu'est-ce que c'est que la nutrition protéique, hein. Alors, quand on parle de nutrition protéique, pourquoi nous mangeons des protéines alimentaires? Tout simplement pour subvenir aux besoins d'acides aminés de l'organisme. Et la condition, c'est qu'il faut couvrir le besoin de tous les acides aminés. En effet, il existe, en tout cas dans la composition des protéines, 20 acides aminés. Et il faut savoir que si un seul acide aminé ou le besoin d'un seul acide aminé n'est pas couvert, ceci va avoir une répercussion donc négative sur la totalité ou l'utilisation optimale des autres acides aminés. Une autre particularité du métabolisme protéique, contrairement aux lipides ou aux glucides, nous n'avons pas de stockage spécifique dédié aux acides aminés. C'est-à-dire, si on mange trop de protéines et qu'on a un apport en acides aminés trop important, on ne peut pas les stocker et l'organisme donc va les éliminer. D'autre part, on a 9 acides aminés indispensables pour lesquels l'organisme n'a pas l'équipement enzymatique pour pouvoir les synthétiser à partir des chaînes carbonées d'autres molécules. Et pour ces 9 acides aminés, donc, nous sommes dépendants à 100% donc, de l'apport alimentaire. Alors, quand on regarde le besoin en protéines, hein, donc on peut se poser la question donc en fonction de l'âge chronologique. Donc c'est vrai que quand on prend une population entière, on s'aperçoit que ce besoin protéique a été déterminé, donc il est de l'ordre de 0,80, 0,90 grammes par kilo de poids et par jour, avec une recommandation donc qui a été augmentée pour les seniors, qui est de l'ordre de 1,1 gramme par kilo et par jour, et je reviendrai sur cet aspect un petit peu plus tard. Cependant, si on considère que l'âge chronologique, on a quand même des populations qui sont extrêmement hétérogènes et elles sont notamment extrêmement hétérogènes au-delà de 50 ans et on préfère parler donc d'âge physiologique.
En effet, pour une tranche d'âge donnée, nous avons des gens qui sont physiologiquement plus jeunes ou qui sont physiologiquement plus âgés et ils sont principalement physiologiquement plus âgés quand on a la présence en fait de maladies chroniques ou de pathologies qui vont toucher un ou plusieurs organes et qui vont se traduire par des signes cliniques qui vont être non réversibles. Cependant, on a également donc une tranche de population pour lequel on a déjà des dysfonctionnements d'organes ou de métabolisme sans signe clinique, et c'est ce qu'on appelle les à risque. Cependant, dans tous les cas, on va avoir donc une augmentation du besoin en protéines qui va être au-delà de la recommandation chez l'adulte sain qui est de 0,83 grammes par kilo et par jour. Alors, comme je vous l'ai dit donc précédemment, donc c'est sur la tranche d'âge des 50 plus qu'on a le plus de variabilité interindividuelle. Et en effet, comme le besoin protéique est directement donc dépendant de la prise alimentaire, on sait qu'avec l'âge, on a des modifications qualitatives du comportement alimentaire, soit par choix. On entend souvent les gens qui disent, ben, comme je suis plus vieux, et ben, j'ai pas besoin de manger autant. Ça peut être aussi des modifications de préférences alimentaires. On a tendance à dire que les aliments protéiques, par exemple, sont moins bien appréciés et par contre que les perceptions vont plus sur des goûts sucrés et donc on peut avoir des modifications comme ça des différents aliments ou des nutriments qui peuvent être consommés. Et on peut également aussi avoir des modifications quantitatives du comportement alimentaire. Les gens vont beaucoup moins manger, on a des pertes d'appétit, on a la création en fait de populations dites seniors de petit appétit, et bien entendu, en cas de pathologie, on a enfin toute la tranche qui est des malnutris ou des dénutris. Cependant, quel que soit le besoin que vous avez, dont on a besoin en termes de protéines alimentaires, c'est qu'il faut que ce soit donc des protéines de bonne qualité. Alors, c'est une notion qui peut être relativement subjective et je vais essayer de revenir sur les différents critères qui peuvent déterminer la qualité d'une protéine alimentaire. Alors, premièrement, donc, c'est la composition en acides aminés. Alors, la FAO donc, a élaboré la composition de la protéine alimentaire idéale. En fait, c'est la protéine qui couvrirait le besoin de tous les acides aminés essentiels si ingérés à la recommandation. Et cette composition est valable quel que soit donc l'être humain au-delà de 5 ans. Donc, je vous donne la composition idéale de cette protéine. Il faut savoir qu'elle n'existe pas, hein, c'est une protéine un peu virtuelle. Et vous avez ici donc les différents acides aminés essentiels avec leur représentation donc dans cette protéine. Donc, par exemple, pour l'histidine, pour l'isoleucine, la leucine, etc. Donc, pour la leucine, par exemple, il faut avoir un minima 6,1% des acides aminés sous forme de leucine. Alors, quand on parle donc des apports protéiques, ils sont indispensables pour le fonctionnement optimal de tous les organes. En effet, on consomme des protéines alimentaires pour pouvoir fournir des acides aminés, pour synthétiser des protéines dans les différents tissus, pour pouvoir les remplacer de manière à pouvoir avoir toujours des fonctions et des organes qui sont métaboliquement ou fonctionnellement optimaux. Et on a un organe qui est plus sensible que les autres à cet apport protéique, donc c'est le muscle. Alors pour le muscle, quand on parle du senior, on a donc alors aujourd'hui on le considère comme une pathologie, mais c'est plutôt un syndrome un peu multifactoriel qu'on appelle donc la sarcopénie. Donc la définition, c'est la perte progressive et involontaire de la masse et de la fonction musculaire au cours du vieillissement. Et c'est un phénomène qui va toucher donc tous les seniors, même s'ils sont considérés comme étant en bonne santé. C'est un phénomène qui va toucher dans un premier temps les hommes et qui va toucher dans un second temps donc les femmes. En fait, pour s'en rappeler, c'est l'inverse de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose. Alors, quand on regarde en fait la prévalence de cette sarcopénie, elle est de l'ordre de 25% donc chez les gens âgés de plus de 65 ans et elle va monter à plus de 60% des gens touchés quand on est au-delà donc de 80 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau tissulaire quand on consomme des protéines alimentaires? Donc, quand on est un adulte sain et en bonne santé, dès qu'on va consommer des protéines alimentaires, on va avoir donc une stimulation de la synthèse des protéines des tissus et en particulier donc du muscle squelettique. Et on s'est aperçu déjà il y a quelques années qu'il y avait donc des phénomènes de résistance anabolique. Ça veut dire que au besoin, malgré que le
besoins soient couverts sur un plan théorique, on n'a plus de stimulation, donc de la synthèse protéique dans les différents tissus, même si on est à la recommandation. Ceci va toucher donc les personnes âgées, comme je vous l'ai dit, qui sont considérées en bonne santé, mais également dans la plupart des personnes qui vont présenter donc une maladie chronique. Alors, c'est ces résultats, donc qui ont maintenant presque 20 ans, qui ont conditionné l'augmentation en fait de la recommandation pour les personnes âgées, mais également donc pour les personnes souffrant de pathologies ou de maladies chroniques. Et on est passé d'une recommandation à 0,83 grammes par kilo et par jour à un apport nutritionnel conseillé qui est de l'ordre de 1 à 1,2 grammes par kilo et par jour. C'est ce qui explique donc les 1,1 grammes par kilo par jour que je vous avais présenté au début. Alors, il faut donc être vigilant à la qualité donc des protéines qui sont ingérées et il va falloir donc optimiser l'apport protéique dans ces différentes populations qu'on appelle des populations spécifiques ou les populations à risque parmi lesquelles figure donc le senior. Cependant, l'augmentation de l'apport en protéines et plus généralement une augmentation de l'apport alimentaire dans de telles populations est relativement difficile à atteindre ou en tout cas peut poser un certain nombre de problématiques que Célia va probablement aborder dans son exposé par la suite. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, c'est par choix, par des moins d'appétit, exclusion des aliments protéiques. Les protéines, c'est pas forcément quelque chose qui est très bon. Donc, ces personnes-là, déjà, qui ont des besoins supérieurs, elles vont pas forcément se porter sur ce type d'aliments. Et d'autre part, on sait que, et parce que je vous l'ai dit au départ, on ne peut pas stocker les acides aminés issus de la digestion des protéines alimentaires. Donc, tout le surplus qui ne sera pas consommé va être éliminé par l'organisme et on va avoir donc une augmentation de la production d'urée et l'urée va être éliminée par le rein et on sait qu'avec l'âge, on peut avoir des diminutions en fait de la fonctionnalité rénale et ceci donc peut poser des problèmes avec des altérations de cette fonction avec l'âge et donc une augmentation de l'incidence des acidoses métaboliques par exemple. Alors, je vous ai parlé donc de la composition en acides aminés, donc il fallait que ces protéines alimentaires aient une composition qui soit proche de la composition de la protéine de la FAO, mais il existe bien d'autres facteurs qui vont conditionner la qualité de cette protéine sur ce type de population. Alors, il faudra tenir compte effectivement de tous ces déterminants de manière à limiter au maximum l'augmentation de la consommation de protéines, tout en couvrant bien sûr le besoin de chaque acide aminé, qui est quand même l'objectif primaire de la consommation de protéines alimentaires. Donc, nous avons travaillé sur un certain nombre de déterminants et comme vous voyez, ces déterminants sont multiples et je vais essayer donc de vous donner quelques exemples et de leur importance sur la population senior. Alors, bien sûr, on se pose devant un petit paradoxe avec cette population, c'est que il faut mimer un régime hyperprotéique sans augmenter la quantité de protéines alimentaires ingérées. Et donc, du coup, on s'est posé la question si, au lieu d'augmenter la quantité totale de protéines, on n'augmentait que certains acides aminés, est-ce qu'on pouvait quand même récupérer une optimisation donc des protéines alimentaires qui étaient ingérées? Alors, je vais vous donner un exemple. Ceci a beaucoup été étudié notamment donc, quand on a pour cible le maintien de la masse et de la fonction musculaire. Donc, c'est la leucine. Alors, pour différentes raisons, la leucine, qui est un acide aminé indispensable, est à la fois donc un substrat, c'est-à-dire qu'elle permet de fabriquer des protéines, mais elle a aussi un rôle signal, c'est qu'elle est capable d'utiliser l'utilisation de tous les autres acides aminés. Donc, nous avons testé ceci il y a également donc quelques années. Donc, vous avez donc un repas qui est en violet ici avec des protéines alimentaires sur lequel on a testé une supplémentation donc en leucine libre. Donc, on a uniquement rajouté la leucine dans le repas et vous apercevez que forcément après le repas, la quantité de leucine présente dans le sang est largement augmentée chez nos seniors. Et ceci s'est traduit par quasiment une augmentation de près de 1,6 fois de la fabrication donc des protéines du tissu musculaire qui avaient été perdues avec le repas sans supplémentation. Et ceci permet effectivement potentiellement d'être une stratégie pour pouvoir récupérer une optimisation de l'apport protéique sans potentiellement avoir à augmenter l'apport et rester à la recommandation.
Alors, quelles sont donc les protéines qui sont riches en leucine? Donc, c'est ces protéines qu'il faudrait favoriser chez le senior. Donc, ce sont les protéines solubles du lait. C'est ce qu'on appelle les protéines du lactosérum. Et en anglais, on appelle ça le whey. Et c'est des protéines qui sont largement utilisées par certaines populations qui peut-être en ont pas forcément besoin et qui sont représentées donc par les sportifs ou en tout cas les gens qui pratiquent une activité physique et qui veulent gagner de la masse ou de la fonction musculaire. Le deuxième paramètre qui est un petit peu moins connu et qui a une très grande importance, c'est la vitesse de digestion. Alors, la vitesse de digestion, ce n'est pas la digestibilité. La digestibilité, c'est la quantité d'acides aminés qui sont ingérés par rapport à la quantité réelle d'acides aminés qui vont être disponibles pour l'organisme. La différence, donc, représente la digestibilité. La vitesse de digestion, donc je vais essayer de vous l'expliquer avec le petit schéma que je vous présente. Donc ici, vous avez deux protéines, une protéine A en rouge et une protéine B en vert. Après ingestion à la même quantité, ceci est important, vous avez en fait des cinétiques d'apparition d'acides aminés qui peuvent être extrêmement différentes. Par contre, l'aire sous la courbe, qui représente la digestibilité apparente de ces protéines, l'aire sur la courbe est identique pour la protéine rouge ou pour la protéine verte. Ceci montre bien que ces deux protéines ont la même digestibilité. Par contre, elles n'ont pas la même vitesse de digestion, qui est représentée effectivement par le delta d'augmentation en fait des acides aminés dans le plasma au cours du temps. Et on s'aperçoit que il y a une différence de vitesse de digestion donc dans ces deux protéines. La protéine verte ayant une vitesse de digestion plus faible que la protéine A. Et la conséquence, c'est que malgré que la même quantité de protéines soit ingérée, on a des hyperaminoacidémies qui sont extrêmement différentes entre ces deux protéines. Et comme avec l'âge ou en cas de maladie chronique, l'objectif est de créer des hyperaminoacidémies de manière à pouvoir redéclencher la synthèse des protéines dans les différents tissus, on s'aperçoit que ces deux protéines peuvent potentiellement être optimales ou pas en fonction donc de cette vitesse de digestion. Alors, est-ce que ces vitesses de digestion, c'est un réel problème? Est-ce que c'est relevant quand on fait de la nutrition protéique? Eh bien, la réponse est oui. Donc ici, vous avez deux vraies protéines, hein. Vous avez la caséine et le whey, donc ou protéines solubles du lait ou le lactosérum. Et on s'aperçoit qu'à 30 grammes de protéines ingérées, vous retrouvez en fait ces vitesses de digestion qui sont extrêmement différentes. Alors, est-ce que ceci peut avoir une répercussion sur la synthèse de protéines tissulaires? Alors, la réponse est oui, puisque ceci a été testé donc chez des seniors, donc malgré tout en bonne santé, et on s'aperçoit que les protéines à digestion rapide permettent donc une optimisation de la stimulation donc protéique et de l'anabolisme chez cette population. Et on peut imaginer que si on ne consommait que des protéines de lactosérum ou si le besoin était couvert entièrement par des protéines de lactosérum, on retrouverait une efficacité donc de l'apport protéique à la recommandation, c'est-à-dire à 0,8 g par kilo et par jour, qui serait la même que celle faite pour des personnes adultes et en bonne santé. Cependant, vous l'aurez compris, ceci restera efficace uniquement si 100% de l'apport est fait avec des protéines de lactosérum. Donc, ceci va être relativement compliqué à mettre en place dans la vie de tous les jours avec une alimentation variée. Par contre, c'est une stratégie qui pourrait être adoptée en cas effectivement de régime ou en tout cas d'apport alimentaire extrêmement particulier, si pour une raison ou une autre, par exemple, on est à 100% d'apport alimentaire par l'intermédiaire donc de compléments nutritionnels oraux. Par contre, si on complémente uniquement une partie de l'apport protéique par du lactosérum, eh ben c'est pas hyper optimal et malgré tout, ceci ne sera pas vraiment efficace, notamment quand on a pour cible le maintien de la masse et de la fonction musculaire. Alors, est-ce que on peut retrouver ces différences de vitesse de digestion de façon un petit peu moins, je dirais, importante que quand on s'intéresse à deux types de protéines quand même qui sont très différentes? Et on s'aperçoit effectivement que cette vitesse de digestion peut varier sur la même source en fonction des différentes matrices ou des différents procédés qui vont être appliqués sur cette source protéique avant sa consommation.
Donc ici, vous avez un exemple donc d'une source protéique qui est représentée par un produit carné, hein, donc c'est un steak, voilà, un steak de bœuf, sur lequel ont été appliquées des cuissons différentielles, hein, donc soit on fait des cuissons à 55 degrés, soit on fait des cuissons à 95 degrés, qui représentent en fait des cuissons globalement quand on fait plutôt du grill ou quand on fait plutôt style pot-au-feu quand on est à 95 degrés. Donc vous apercevez que avec la même source protéique, vous avez donc des modifications de la vitesse de digestion. Donc ici, il y a une vitesse de digestion plus faible avec des cuissons à 55 degrés qu'avec des cuissons à 95 degrés. Et on pourrait imaginer que ces différences de vitesse de digestion n'auront aucun impact. Cependant, quand consommé à la recommandation, on s'aperçoit que chez la personne âgée saine, on a eu une très forte diminution de l'utilisation et de l'optimisation de l'apport protéique sur la synthèse protéique postprandiale avec la protéine ou la source protéique qui présentait une vitesse de digestion plus faible. Alors, je vous ai parlé de produits carnés, mais peut s'appliquer à tous les aliments. Ici, vous avez donc un produit donc qui est le lait, qui peut être utilisé dans certaines stratégies nutritionnelles, notamment pour augmenter l'apport protéique. Donc ici, vous avez pareil la même quantité de lait, donc soit qui est donné sous forme liquide de lait, hein, sans aucun process, qui est en bleu, soit on fait une gélification acide de ce lait, en fait c'est le process qui est utilisé pour faire du fromage blanc, ou une gélification de type présure qui est en vert et qui est plutôt un process utilisé ou en tout cas qui peut être rencontré notamment dans la fabrication des yaourts. Vous apercevez également que les vitesses de digestion, alors que c'est la même source protéique, peut être extrêmement différente et va donc générer des hyperaminoacidémies extrêmement différentes et qui pourront, en fonction de l'individu sur lequel vous le donnez, avoir un optimum ou pas à cause de cette hyperaminoacidémie qui va être différentielle entre les différents procédés qui seront utilisés pour le produit alimentaire qui sera ingéré. Et le dernier paramètre qui va influencer la vitesse de digestion, ça va être en fait tout ce qui se passe dans la phase orale, puisque c'est le premier élément en fait qui conditionne la digestion. Donc nous avons testé également on a pris une source carnée, 120 grammes de viande de bœuf. Soit avec des personnes qui avaient une dentition dite normale, soit une population qui avait une double prothèse dentaire. Alors, on sait aujourd'hui que les doubles prothèses dentaires, donc, malgré qu'il y ait quand même la présence de dents et de mastication, ces prothèses dentaires sont quand même beaucoup moins efficaces pour pouvoir générer des bols alimentaires bien déstructurés. Et ceci va avoir donc une répercussion sur la biodisponibilité en acides aminés qui a été diminuée de 25% chez les gens ayant une double prothèse dentaire. Et ceci s'est traduit immédiatement par quasiment une diminution de 40% de l'utilisation des acides aminés des 120 grammes de viande de bœuf pour fabriquer les protéines tissulaires et notamment les protéines musculaires. Il faut aussi tenir compte, puisque c'est assez rare quand même qu'on consomme que des protéines toutes seules, hein. La plupart du temps, ces protéines sont consommées au sein d'un repas dans lequel on a d'autres matrices alimentaires et on a d'autres nutriments. Donc, nous avons également testé quelle était l'interaction des sources protéiques au sein d'un repas avec des bioactifs végétaux hein, qui sont représentés ici pour les polyphénols et qui ont plutôt une bonne presse en termes d'impact santé. Donc ici, on a toujours travaillé effectivement sur une source de protéines de bœuf et on s'aperçoit que quand on rajoute des polyphénols sous leur matrice habituelle, hein, c'est-à-dire que c'était des morceaux de pommes, des morceaux d'artichaut ou des morceaux de prunes lyophilisés qu'on avait rajoutés en fait aux protéines alimentaires, ou qu'on donnait la même quantité de polyphénol, mais cette fois-ci sous forme de molécules pures, on s'aperçoit que quand on donne ces polyphénols sous forme de molécules pures, on a une diminution de 63% de la digestibilité. Donc en fait, la présence de polyphénol purs provoque une résistance à la digestion des protéines alimentaires que l'on consomme. Par contre, ceci ne s'est pas produit quand ces polyphénols étaient donnés dans leur matrice, soit de fruits, soit de légumes, avec
une non-perte de digestibilité, mais par contre avec toujours un effet antioxydant qui avait été recherché avec ce type de produit. Ceci pose évidemment le problème ou la problématique de la supplémentation en antioxydants qui peuvent être des polyphénols avec des molécules pures. Ces polyphénols, molécules pures, peuvent être retrouvés dans le commerce. On peut les acheter un petit peu comme on veut. Et surtout, si on n'en contrôle pas la quantité qui est ingérée, on peut avoir des répercussions sur la digestibilité et donc sur la non-couverture du besoin protéique, et notamment donc chez le senior. Alors, quand on fait un petit résumé, on s'aperçoit qu'avec l'âge physiologique ou avec la présence de maladies chroniques, on a une perte de sensibilité des tissus aux protéines alimentaires pour stimuler l'anabolisme, c'est-à-dire pour stimuler la synthèse la synthèse des protéines tissulaires. Alors, si on devait donner un cahier des charges, quel serait l'apport protéique optimal? Il faut bien entendu des protéines de bonne qualité, et donc il faut avoir des protéines qui soient à minima de la composition en acides aminés essentiels de la protéine de la FAO. Il faut générer de belles hyperaminoacidémies postprandiales. Il ne faut pas d'acides aminés limitants, et il faut des protéines avec des vitesses de digestion plutôt rapides. Donc, en fait, il vaut mieux consommer des protéines de type orange plutôt que des protéines de type violette. Et on peut, dans certains cas, favoriser l'apport de certains acides aminés. Donc, je vous ai donné l'exemple de la leucine, mais il y a d'autres acides aminés qui peuvent avoir des relevances biologiques et santé intéressantes. Il vaut mieux donner donc les protéines alimentaires sous forme de bolus. Aujourd'hui, on estime que à 30 grammes par repas, on va générer des belles hyperaminoacidémies et on aura un effet optimal sur la stimulation de la synthèse protéique. Et il faut essayer de limiter les effets matrices ou procédés peuvent avoir, pas dans tous les cas, mais qui peuvent avoir des impacts sur la perte de digestibilité, la perte de vitesse de digestion et dans certains cas, la perte de certains acides aminés. Alors, on a fait une revue de synthèse dans les cahiers nutrition et diététique où vous pouvez retrouver tous ces éléments qui seront, avec d'autres d'ailleurs, qui seront plus détaillés. Alors, aujourd'hui, nous est demandé, pour différentes raisons, de limiter la consommation de protéines d'origine animale et de les substituer par des protéines végétales. On est en transition alimentaire, notamment sur les protéines, avec un encouragement à consommer plus de protéines végétales. Alors, quand on regarde effectivement cette transition et quand on regarde les protéines végétales, eh ben, déjà, les protéines végétales sont de moins bonne qualité que les protéines animales. Deuxièmement, on a certains acides aminés qui peuvent être limitants dans les sources de protéines végétales. C'est notamment le cas de la lysine dans les protéines d'origine céréalière, et ce sont les acides aminés soufrés quand ces protéines sont d'origine légumineuse ou soja, par exemple, ou colza, etc. Donc, quand on regarde effectivement la composition des protéines végétales par rapport à la composition idéale qui est donnée par la protéine de la FAO, on retrouve bien donc ces deux acides aminés limitants. Dans le pois, par exemple, ce sont bien les acides aminés soufrés ou AAS, et dans le gluten, qui est une protéine d'origine céréalière, c'est bien la lysine qui est limitante, et on s'aperçoit qu'elle est très fortement limitante dans les protéines de céréales. Cependant, on sait aujourd'hui qu'en mélangeant les différentes sources de protéines végétales, on peut pallier en partie à ces défauts. Ici, donc, j'ai mimé de façon théorique un mélange donc, de 80% de protéines de pois avec uniquement 20% de protéines d'origine céréalière. Et on calcule en fait la teneur globale de cette protéine mixée, on s'aperçoit qu'on peut retrouver, je dirais, des acides aminés qui sont compatibles avec la composition en acides aminés de la protéine de la FAO. Mais comme les protéines de céréales sont extrêmement carencées en lysine, on s'aperçoit que l'optimum, c'est quand même des mélanges à 80% de protéines de légumineuses et uniquement 20% de protéines d'origine céréalière. Les protéines végétales ont également des vitesses de digestion qui sont plus lentes que celles observées avec les protéines animales. Et du coup, il est plus difficile de générer des belles hyperaminoacidémies postprandiales. Donc, je vais vous donner un exemple ici.
Donc ici, nous avons testé donc une protéine de lactosérum en bleu consommée à 30 grammes avec des mélanges de protéines végétales. Hein. Donc, on a testé plusieurs mélanges qui correspondaient parfaitement donc à la composition de la protéine de la FAO et on a été obligé effectivement d'augmenter légèrement l'apport à 40 grammes de manière à avoir la même quantité de leucine ingérée puisque je vous le rappelle, les protéines de lactosérum sont extrêmement riches en leucine. Et quand elles sont consommées, on s'aperçoit que la vitesse de digestion reste plus faible pour les mélanges 100% végétaux par rapport à la protéine de lactosérum, des vitesses de digestion qui sont diminuées à peu près de 40%, et ceci a pour répercussion des diminutions de l'ordre de 25 à 30% de l'hyperaminoacidémie qui a été générée, malgré qu'on ait consommé plus de protéines végétales que de protéines de lactosérum. D'autre part, avec les protéines végétales, on a des effets matrices et des effets procédés qui sont plus prégnants sur ce type de protéines. En effet, même si on consomme des produits bruts, hein, les légumineuses et les céréales sont des graines dans lesquelles on a des matrices qui sont extrêmement compactées et qui vont générer effectivement potentiellement des pertes de vitesse de digestion ou des pertes de digestibilité. D'autre part, on a dans les matrices végétales, un certain nombre de composés qu'on appelle des facteurs antinutritionnels qui sont présents uniquement dans les végétaux et qui peuvent impacter notamment la digestibilité. De ce fait, avec ces multiples petits défauts des protéines végétales, de manière à pouvoir pallier à ces petits défauts, eh bien, on est obligé encore d'augmenter la recommandation. De ce fait, déjà avec les seniors, on avait déjà eu une augmentation de 25% de la recommandation, donc on était à 1,1 à 1,2 grammes par kilo et par jour. Et si on fait une diète qui serait 100% végétale en apport protéique, eh ben, il faudrait encore augmenter de 25% pour pallier à ces défauts et on aurait donc des recommandations qui devraient monter de l'ordre de 1,5 g par kilo et par jour. Et c'est là où les problèmes vont commencer, puisqu'il va être extrêmement compliqué de consommer une telle quantité de protéines et donc de couvrir le besoin. Et on aura des problèmes d'acceptabilité supplémentaires, notamment sur cette population. Donc, de ce fait, il y a un risque majeur et accru de ne pas couvrir le besoin protéique avec une végétalisation importante des protéines végétales. On peut pallier en partie à ce problème en ayant recours aux isolats ou aux concentrats protéiques, ce qui permet en fait d'éviter d'utiliser la matrice entière végétale et donc on peut faire des complémentations ou des fortifications avec donc des protéines végétales sous forme d'isolat de concentrat de manière à pouvoir limiter les volumes alimentaires qui vont être ingérés. Et le dernier point, qui est un peu plus nouveau, c'est de savoir, c'est que même si j'arrive à couvrir le besoin, est-ce que la biodisponibilité en acides aminés final sera exactement la même si je consomme des protéines animales ou des protéines végétales? En effet, avant d'être biodisponible pour les organes périphériques tels que le muscle, le cerveau, le cœur, etc., bien sûr, chaque fois qu'on consomme des protéines alimentaires, on a le processus de digestion donc au niveau du tube digestif. Ensuite, les acides aminés sont absorbés et vont passer dans la veine porte et arriver au foie. Et après, vont être distribués dans la circulation générale au niveau artériel de manière à pouvoir être apportés sur les différents organes comme le muscle, le cerveau ou le rein ou le cœur, etc. Cependant, pendant ce processus, avant que ces acides aminés soient biodisponibles pour les tissus périphériques, eh bien, vous avez l'intestin et le foie qui se servent, et c'est ce qu'on appelle donc l'extraction splanchnique des acides aminés. Donc, du fait, si on a une augmentation de l'extraction splanchnique des acides aminés, on a par voie de conséquence une diminution de la biodisponibilité périphérique, c'est-à-dire biodisponibilité en acides aminés artériels, et par ce biais-là, on a une protéine qui devient non optimale pour ces tissus périphériques. Si on regarde ce qui se passe pour les protéines végétales, on sait que l'extraction splanchnique des acides aminés est plus élevée avec les protéines végétales qu'avec les protéines animales. Et on sait que cette extraction splanchnique des acides aminés est plus élevée avec les personnes âgées. Donc, on cumule deux problèmes, ce qui fait que, globalement, on va avoir une moins bonne biodisponibilité des acides aminés, même si théoriquement,
on va couvrir le besoin et même si on augmente l'apport protéique. Alors, nous avons vérifié ceci. Donc, on reprend nos quatre sources protéiques, soit lactosérum, soit nos trois produits de mélange de protéines végétales, et on s'aperçoit que effectivement, quand on regarde la biodisponibilité en acides aminés essentiels, on a, alors elle n'est pas significative, mais elle est extrêmement variable, une diminution de l'ordre de 25% de la biodisponibilité des acides aminés essentiels vers les tissus périphériques. Et quand on regarde, j'arrive pas à la passer. Voilà. Et quand on regarde certains acides aminés, donc on a regardé ici la thréonine, qui est un acide aminé essentiel, la cystéine, ça a été trop vite, il y a du retard, la cystéine ou la méthionine, on s'aperçoit que cette biodisponibilité est largement entachée, puisqu'on a dit une diminution de l'ordre de 60% de la biodisponibilité en thréonine va avec les protéines végétales comparées aux protéines de lactosérum, et on a une biodisponibilité des acides aminés soufrés, cystéine et méthionine, qui est égale à zéro. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait aucun acide aminé qui était biodisponible avec les protéines végétales comparées aux protéines de lactosérum. Donc, ceci pose effectivement donc un certain nombre de questions pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de réponse, mais on suspecte très fortement donc l'extraction splanchnique qui serait fortement prégnante sur la biodisponibilité donc des acides aminés. Alors, ceci étant dit, c'est quand même comme ça des aspects qui semblent plutôt négatifs pour les protéines végétales ou la végétalisation de l'alimentation. Cependant, on a quand même un intérêt à végétaliser son apport en protéines avec l'âge et de végétaliser son alimentation, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on a une corrélation négative entre les régimes riches en végétaux et la présence de maladies chroniques. L'alimentation végétalisée permet quand même d'apporter des composés antioxydants ou anti-inflammatoires qui sont quand même reconnus comme ayant des bénéfices santé, notamment sur la santé cardiovasculaire. Et également, quand on végétalise son alimentation, on a quand même des apports en fibres. Et on sait aujourd'hui que ces fibres alimentaires, d'ailleurs pour lesquelles on a du mal en tant que Français d'avoir la recommandation, qui est de 30 grammes par jour, le Français arrive à 20 grammes à tout casser. On sait que ces fibres alimentaires permettent ou un effet positif sur le transit intestinal, permettent d'avoir une meilleure santé intestinale, notamment avec une meilleure intégrité, ce qui évite effectivement d'avoir ce qu'on appelle du gut leaking, c'est-à-dire du passage des bactéries dans la circulation générale, et a aussi un effet plutôt bénéfique sur la composition du microbiote, qui aujourd'hui est un acteur auquel on s'intéresse de manière et qui pourrait être un acteur du maintien de la bonne santé. Donc, vous l'aurez compris, il faut trouver le bon compromis entre les effets positifs de cette végétalisation des protéines alimentaires et les contraintes négatives qui y sont associées. Alors, voilà. Donc, on pourrait dire de façon extrêmement globale, mais ça risque d'être quasiment du cas par cas, que le végétalisme, c'est-à-dire d'avoir aucune source de protéines animales, sera plus difficile à poursuivre avec l'avancée en âge pour couvrir les besoins d'acides aminés, que le végétarisme, si on maintient quand même les produits laitiers et les œufs, sera plus facile à maintenir s'il est bien maîtrisé, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on a bien équilibré et qu'on couvre bien le besoin, mais uniquement dans des états de santé considérés comme étant satisfaisants, et le flexitarisme, qui est plutôt sur une transition douce vers les protéines végétales, sera donc le plus sécure, toujours si on a le maintien d'un état de santé satisfaisant. Et voilà, j'en ai terminé et je vais laisser la main à Célia et je serai disponible pour répondre à toutes vos questions et commentaires. Merci beaucoup, Dominique. Nous allons effectivement passer à la présentation de Célia. Pour ce qui est des questions, on vous propose d'inscrire toutes vos questions à l'écrit dans l'onglet questions et réponses. Et nous ferons une synthèse à la fin de vos deux présentations et nous essaierons de répondre au maximum de vos questions en les synthétisant. Donc, je laisse tout de suite la parole à Célia, mais
merci beaucoup Dominique pour cette présentation théorique très précise et très stimulante. Pour le côté pratique, Célia, je vous laisse la parole. Vous êtes bien connectée? Tout le monde, je suis là, merci. Ok, Merci, parfait. On vous merci beaucoup. entend. Je vous laisse la parole. Très bien, merci. Dans un premier temps, donc effectivement, l'idée aussi, c'est de rappeler le contexte de la végétalisation sur nos repas pour nos seniors. À savoir qu'on a quand même le plan national donc, de l'alimentation et de la nutrition qui a été lancé en 2019, qui a fixé la politique justement de l'alimentation et de la nutrition au niveau du gouvernement pour 5 ans, ce qui permet effectivement d'avoir accédé à toutes ces recherches sur l'histoire de l'introduction des fibres et des végétaux dans nos assiettes. À travers la mise en œuvre justement du 4e PNNS, où là, on nous incite à augmenter, à aller vers ou réduire en fait certains groupes d'aliments, accompagné par le 3e programme national de l'alimentation. Par rapport à cela, on a des enjeux majeurs sur la santé, les inégalités sociales, justement en nutrition. Et c'est vrai que c'était intéressant d'agir sur l'environnement et sur l'alimentation de la population pour que chacun puisse avoir accès à cette offre alimentaire et qui est favorable à la santé, comme l'a rappelé Dominique tout à l'heure. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Donc, je disais le PNNS tout à l'heure, les accords collectifs du PNA. Il faut rappeler aussi la loi Egalim. Donc, on a quand même, on travaille beaucoup en fait avec nos populations seniors aussi dans des restaurations collectives aussi, qui proposent de végétaliser donc les assiettes en restauration collective afin de rendre l'alimentation plus durable. Ça a été accompagné par la loi donc climat et résilience, dans lequel on retrouve aussi le plan pluriannuel de diversification de sources de protéines, justement, qui permet d'affiner et d'agrémenter en fait les recommandations, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que végétaliser l'assiette de la population, mais c'est pas évident et beaucoup se posent de questions. Donc c'est vrai que la loi climat et résilience, ça permet aussi de compléter en fait les recommandations nationales. Alors, voilà. L'idée aussi, c'est de rompre les freins du changement. En fait, il faut savoir que les seniors, en fait, ont peu de notion en fait, des effets du vieillissement sur leur métabolisme. Ils ont tendance à diminuer leurs apports alimentaires. Dominique le disait tout à l'heure aussi. Je vois, nous, dans les EHPAD ou chez nos seniors, ils disent qu'ils ont moins d'activité physique en fait, au quotidien. Ils se déplacent donc moins. Ils ont moins besoin de manger et pour le coup, ils réduisent en fait leurs apports alimentaires. Sauf que les besoins énergétiques, en fait, ne sont pas diminués par rapport à l'adulte. Il faut justement qu'ils soient plus élevés, en fait, en lien avec le moins bon rendement musculaire et métabolique. Dominique l'a précédemment exposé, donc il faut être sensible, en fait, à ça. Le but chez le senior, quand même, c'est stabiliser quand même le poids, stabiliser l'état nutritionnel dans la prévention des risques de dénutrition et également, en fait, de pathologies, en fait, associées. Faut savoir en fait que les sujets âgés, on a l'impression en fait qu'ils se dirigent facilement vers le sucre. Et bien au contraire en fait, c'est pas du tout. Enfin nous sur le terrain, si vous faites une proposition de plat salé, en fait ils sont plutôt ah j'ai un souci. Attendez, excusez-moi, j'ai beaucoup de décalage. Attendez, bon, pardon, m'excuse. Pas Voilà, de donc j'avais problème, Célia. sectorisé. Ouais, je vous en prie. On a des calages en fait avec les planches. J'avais sectorisé aussi les seniors. Donc on a des seniors qui sont en bonne santé pour lesquels en fait la visualisation est facile et adaptée. On a les sédentaires en fait pour lesquels on se doit d'augmenter en fait les teneurs en protéines. Là, la végétation est plus complexe et pour le coup, c'est intéressant d'avoir un professionnel de la nutrition qui accompagne en fait ces personnes, notamment sur les protéines, sur la digestibilité aussi. On a une partie des seniors qui sont dénutris au risque de nutrition. Donc là, pour ceux-ci, il me semble que la végétalisation des assiettes, c'est pas forcément la priorité. Pour nous, c'est déjà qu'ils puissent en fait remanger, faire plaisir, reprendre effectivement goût au repas. Donc pour eux, en tout cas, c'est pas une priorité. En revanche, l'avantage, je trouve, par rapport à la végétalisation des assiettes et des repas, c'est que le senior se détourne en fait des plats carnés. Moi, je le vois en fait dans nos structures. J'ai beaucoup de résidents en fait pour un même menu, donc j'ai un terrain de jeu assez facile en fait avec des retours. Donc, quand on végétalise en fait une assiette,
on a quand même cette possibilité d'une adaptabilité, notamment au niveau des textures et des goûts, mais il y a encore un peu de chemin à parcourir parce que ça ne correspond pas non plus à l'entièreté en fait, de nos résidents. Donc, je vous ai parlé là tout de suite, donc les croyances, en fait, de casser ça. Donc, il y a un accompagnement, en fait, à faire. Faut savoir qu'aujourd'hui, les végétaux sont souvent perçus comme des accompagnements de plats. Donc, nos seniors, quand ils voient ça, ils avaient l'habitude, en fait, d'avoir un gros plat, en fait, de viande et voilà, ils accompagnaient par les légumes. Donc, aujourd'hui, végétaliser une assiette entière, pour eux, des fois, ça ne correspond pas, en fait, à l'image qu'ils en avaient auparavant. Donc l'adhésion, en fait, au changement, ça passe par une communication. L'idée, c'est d'associer en fait les seniors avec le personnel dans la création de menus végétalisés. Donc ça peut être soit sur des groupes de parole, ça peut être sur la mise en place en fait de livrets, d'enquêtes de satisfaction. L'idée, c'est de se retrouver en fait en petit comité et les laisser œuvrer en fait pour avancer dans leur cheminement sur l'intégration en fait des végétaux dans les assiettes. En établissement médico-social, on peut faire participer les représentants du conseil de vie sociale, le responsable de restauration, le diététicien nutritionniste. Un groupe est assez restreint parce que le senior, dès lors où vous êtes en groupe où vous êtes assez nombreux, en fait, il a tendance à pas partager ses besoins, ses envies. Il a confiance aussi en fait à cette équipe de professionnels. Le responsable de restauration, c'est lui qui œuvre en fait, le travail qui a été mis en place avec le diététicien nutritionniste. Et justement, cette proximité, ça permet aussi de rassurer le responsable de restauration et son équipe sur les besoins. Parce que effectivement, quand vous amenez en fait une autre recette, ils sont un peu souvent inquiets en fait de dire est-ce que ça correspond en fait à nos résidents. Donc, je pense que voilà, il y a un petit travail en fait à faire de groupe sur ce sujet. Et l'observance, ça peut se traduire par des ateliers thérapeutiques culinaires. C'est avec un groupe de seniors, le professionnel de la nutrition, un agent de restauration ou un animateur hôtelier en fonction de la structure dans laquelle on se trouve, pour mettre en application, parce que le fait de travailler la matière aide à avancer dans le cheminement en fait, du senior et à rompre en fait les freins. L'idée également, c'est d'informer, de sensibiliser en fait les cuisiniers et le personnel de cuisine sur l'intérêt de la végétalisation en termes de bénéfices santé pour les personnes âgées. Les anciens livres ou les anciens supports en fait que le personnel de cuisine avait en début de carrière. Il y a beaucoup d'alimentation carnée, il y a beaucoup de plats en fait carnés qui sont dedans. Ça aussi, ça va évoluer en fait sur les prochaines années. Mais voilà, l'idée, effectivement, c'est en tant que professionnel de santé, donner en fait un support, pourquoi pas à travers des comités de liaison alimentation-nutrition, si vous êtes dans des structures hospitalières ou en établissement médico-social, pour justement en fait transmettre et donner les bases en fait d'une végétalisation en termes de bénéfices risque carné, végétal, voilà. Mettre en avant l'alimentation végétale riche en fibres, Dominique l'a soulevé effectivement tout à l'heure, et c'est vrai que ça permet au niveau de nos seniors, les sensibiliser, c'est un sujet qui revient quotidiennement, ils ont besoin en fait d'en parler, donc le fait d'amener en fait cette nouvelle alimentation qui est riche en fibres, leur dire que voilà, ça permet d'assurer un meilleur transit intestinal. On a souvent des problèmes de constipation qui sont liés en fait avec leur traitement, avec leur baisse d'activité physique. Bon, le périthécisme intestinal qui est moins efficient également. Mettre en avant que ça permet de diminuer aussi le mauvais cholestérol, ça peut agir en fait sur la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, donner un rôle en fait à ces fibres dans les végétalisations des assiettes permet de sensibiliser le senior. Donc, le fait d'informer, ça permet de valoriser le végétal sur tout ce qui est alimentation santé chez nos sujets âgés. L'idée aussi, c'est d'introduire du plaisir, en fait, parce qu'on a beau être, les seniors aiment manger malgré tout. Donc, ça peut passer dans un premier temps par des substituts végétaux. Il faut savoir que le plaisir, donc, c'est un facteur majeur de la prise alimentaire des seniors. Ça passe par la qualité et la variété sensorielle. Donc, c'est bien de proposer en fait des plats végétaux variés, gourmands en termes de texture. Le sujet âgé, plus il évolue en fait dans l'âge, l'état masticatoire en fait diminue et se modifie. Donc, il faut favoriser le confort en bouche. Les sujets âgés ont souvent en fait des difficultés au niveau de la sphère ORL, donc il faut vraiment prendre en compte en fait cette partie-là.
Donc, les substituts végétaux peuvent favoriser la transition dans un premier temps pour une alimentation plus végétale. Donc, vous en avez différentes composantes, en fait, hein, soit des céréales pour certains, des légumineuses, soja pour autres. En pratique, je trouve que c'est facile, en fait, à utiliser. Ça permet d'augmenter donc la teneur en fibres et aller dans les recommandations nationales, de diminuer l'apport en protéines animales et également diminuer les acides gras saturés par rapport à un plat qui serait carné. Savoir que ceux à base de légumineuses, évidemment, sont plus intéressants nutritionnellement que ceux à base de céréales, comme l'a démontré Dominique tout à l'heure. C'est important en fait d'avoir ces teneurs d'acides aminés qui sont plus présents malgré tout dans les légumineuses que ces céréales, avec une vigilance sur la teneur en sel, parce que les recommandations du dernier PNNS quand même, c'est aussi réduire en fait les teneurs et les apports en sel. Donc il faut être vigilant sur ces produits-là malgré tout. Chez le senior, ces produits donc, peuvent répondre en majorité sur la texture par rapport justement à cette facilité de mastication. Après, le bémol, c'est au niveau nutritionnel, trouver les bons produits. Et au niveau goût, présentation, bon, ça ne fait pas la satisfaction de l'entièreté en fait, des seniors. Donc, c'est important en fait, de les accompagner soit avec des sauces pour rendre en fait, cette texture malgré tout moins sèche. Parce que si la mastication en fait, est adaptée, il manque en fait, ce côté savoureux, onctueux. Enfin, ça fait très sec si vous l'accompagnez d'autres végétaux. Donc, ces nouveaux produits sont mieux acceptés, par contre, par la jeune génération, les jeunes seniors, pour le coup. Voilà, ça peut ressembler, effectivement, vous en avez qui ressemblent à des escalopes, des boulettes, des saucisses, de la viande. Donc, ça se rapproche, en fait, des codes qu'ils avaient avant. Le senior lui a besoin de reconnaître les aliments dans l'assiette. Sur le côté pratique, on prend l'exemple en fait des repas mixés dans les établissements médico-sociaux ou à l'hôpital. Le senior a la sensation de manger souvent la même chose s'il n'y a pas suffisamment d'épices, d'herbes ou des condiments qui ne sont pas présents. Quand bien même aujourd'hui, en fait, on a une évolution sur les repas mixés qui commencent à être préformés pour donner justement du sens en fait et un visuel de ces aliments pour les seniors qui sont en texture adaptée. Pour l'assiette végétale, donc le principe ne sera pas de cacher les légumineuses, les céréales, mais au contraire de les mettre en valeur. Je pense également, et bon, j'ai des retours à ce niveau-là, de ne pas écrire assiette végétale ou menu végétal. Le senior, il n'est pas encore prêt, en tout cas, à voir ça dans ses titres de menu. Voilà, on a eu des exemples, je ne suis pas un animal, ou quand on mettait du maïs sur certains plats, vous avez des aliments en fait, pour lesquels le senior répond mal encore en fait, à ces produits. Ça peut être le maïs ou le blé dans certains plats. Le senior a tendance à vous dire en fait que lui donner ça en fait à ses poules ou voilà, en tout cas il n'est pas prêt en fait à le manger. Donc il faut voilà, essayer de tester en fait certains aliments. En tout cas, ces végétaux-là, pour nous, on les a mis de côté. Les repas à thème sont un bon moyen de tester aussi les nouveaux plats végétaux. En collectivité, vous le faites ponctuellement, ça permet d'avoir un retour aussi rapide, parce qu'ils aiment, ils n'aiment pas, on peut évoluer, on se retrouve aussi en groupe de travail avec eux, et puis le responsable de restauration, et puis ça peut être aussi des aides-soignantes qui peuvent être aussi là pour accompagner en fait la démarche et pour modifier en fait si le repas à thème doit être changé par rapport aux idées de nos seniors. Il faut savoir qu'à travers le monde, vous avez quand même beaucoup de pays qui regorgent de recettes végétales. Il me semble qu'il faut s'en inspirer et les adapter. Nos seniors, en fait, ils ont une perte de goût et le fait que ça soit bien épicé, bien relevé, ça passe vraiment mieux, en fait. On a vraiment un bon retour à ce niveau-ci. Ce qui est aussi intéressant, c'est de faire référence à des souvenirs sur des bases de recettes traditionnelles. Donc ça, c'est des retours de nos seniors. C'est de décliner en fait un hachis parmentier, une blanquette ou un chili. Enfin voilà, le cassoulet, on le fait évoluer en fait tout intégrant des protéines végétales. Des recettes en fait qu'on peut adapter, c'est des soupes de poireaux, ajouter donc des pois chiches, pommes de terre aillées avec un filet d'huile d'olive, un velouté de pois cassés donc à la menthe et une crème de soja, une salade de quinoa, haricots rouges, tomates cerises, concombres, poivrons, donc ça c'est estival, oignons, persil avec une sauce d'huile citronnée. L'association riz, haricots rouges, avocats,
poivron rouge, noisette, une sauce à base d'huile de colza, de Provence, sésame, en fait, fonctionne bien. Donc, en fait, il faut ce côté avec ces acides gras, en fait, trouver de l'onctuosité, en fait, sur les plats, qu'il y ait des couleurs aussi dans les assiettes. Voilà, le senior est assez sensible, en fait, à ça. En plat, décliné, voilà, un poivron farci, mais qui serait farci en fait avec des légumineuses accompagnées de riz, bien détaillé, vous voyez, hein, tout ce qu'on met en fait dans la recette, hein, afin qu'ils sachent en fait ce qu'ils y trouvent. Comme c'est pas en fait une alimentation qui au quotidien a été fait par le passé, c'est important en fait de bien détailler, voilà, chaque aliment que vous intégrez. Donc, un émincé de courgettes revenu à l'oignon, ail, persil, pignon de pain, accompagné d'un dalle de pois cassé au quinoa, coriandre et cumin, une courge butternut farcie de pois chiches, quinoa, raisin sec à la crème de riz épicée, curry tandoori. On peut faire aussi, donc ça, les patates douces sont appréciées par les seniors. C'est quelque chose, en fait, la texture est agréable et c'est facile, en fait, à cuisiner, à accommoder. Donc avec des lentilles, avec une boisson de coco épicée avec du garam masala. On peut mettre, en fait, du millet dessus. Les currys aussi sont bien acceptés, les currys de légumes, donc chou-fleur, brocoli. Vous ajoutez donc les haricots rouges avec un peu d'oignon, des noix de cajou en fait émincées, crème d'avoine avec du boulgour. Donc voilà, détaillez en fait vos recettes. Ne pas partir sur des titres de plats qui sont parfois survendeurs par rapport au contenu de l'assiette. Le sujet, enfin le senior, en fait, s'imagine plein de choses autour d'un titre. Il peut être très déçu en fait de ce qu'il attend. Donc le fait de détailler, ça permet aussi de discuter en fait autour du plat. Donc l'idée pour le senior, c'est d'avoir un plat végétalisé. Donc je disais en sauce, hein, accompagné d'un ou plusieurs céréales. Euh, L'inconvénient de la céréale, d'où l'inconvénient en fait, hein, les apports d'acides aminés qui ne sont pas forcément les plus adaptés sur ce qu'on recherche. Mais ça limite aussi le fait que ça soit bien accompagné d'une sauce assez onctueuse, les risques de troubles de la déglutition. Donc si vous y traitez bien en fait la céréale que vous avez, on a moins de risques de fausse route en fait, hein, pour vos seniors. Les céréales sont des graines donc, qui roulent en fait en bouche chez le senior, donc la salivation d'autant plus est moins présente, donc le bol alimentaire se fait plus difficilement, le risque de fausse route est plus présent. De plus, si le senior a un appareil dentaire, hein, les grains peuvent vite facilement s'insérer également. Donc voilà, le fait d'avoir une homogénéisation du plat avec voilà, quelque chose d'onctueux, ça passe plutôt bien. Donc la réussite d'acceptation, c'est voilà, la sauce avec des nutriments aussi d'intérêt dont les acides gras, en fait, hein, dans le dernier PNNS aussi, c'est aller vers, donc amener en fait des acides gras comme voilà, l'huile d'olive, du colza, l'huile de noix. Donc voilà, ça permet aussi d'atteindre nos objectifs nutritionnels, nos professionnels. Il faut aussi adapter en fait et respecter. Nombreux sont les seniors à avoir des textures de repas adaptées en lien avec une modification de l'équilibre documentaire ou qui sont secondaires à une pathologie, hein, voilà, des post-AVC ou autres. Donc les problèmes de dentition, les douleurs buccales ou les prothèses mal ajustées peuvent rendre la mastication très difficile. Et je trouve que l'avantage des plats végétalisés, en fait, pour nos seniors, c'est que ça permet de répondre à ces difficultés qu'ils ont masticatoires. Et justement, faut essayer de s'adapter et d'avoir ces enquêtes, en fait, lors de vos entretiens alimentaires, hein, de remplacer certaines crudités, des végétaux qui seraient trop durs, en fait, à la mastication, à la déglutition, pour être au plus proche de leur goût, dans le but, en fait, hein, de prévenir du risque de dénutrition. Il faut savoir qu'avec l'âge, les aliments carnés sont redoutés. Ils trouvent que c'est trop filandreux, que c'est dur à mastiquer, c'est dur à couper, même si voilà, l'équipe de restauration, on met en place en fait des cuissons lentes, ce qui permet d'attendrir en fait toutes ces fibres. Mais voilà, il y a la perception en fait du goût en fait de la viande qui ne retrouve plus comme avant. Donc le fait de changer, d'amener ces plats en fait ça peut en fait remplacer des plats qu'ils mangent un peu moins en tout cas, et ça permet justement de végétaliser et d'ajouter des protéines telles les légumineuses qui sont cuites et qui ont une excellente texture pour nos seniors. Il faut savoir que les seniors, malgré les contextes de vie difficiles parfois par le passé, il faut savoir qu'ils sont assez difficiles aussi, hein, sur leur goût alimentaire. Donc il faudra être assez vigilant sur le choix.
assurer les remplacements en fait sur un aliment au risque d'une perte de poids et aussi d'accentuer le gaspillage alimentaire parce que la végétalisation des repas, donc c'est nouveau, hein, on arrive en fait sur un autre processus, sur une autre transition. Ça peut ne pas être accepté en fait par le senior, donc il y a vraiment voilà, en amont un gros travail en fait à faire pour limiter le gaspillage alimentaire aussi en fin de service. D'autre part, il y a certains seniors qui auront aussi une moins bonne visibilité de certaines protéines végétales. Ils vous diront qu'il y a des causes qui leur créent de l'inconfort malgré des cuissons adaptées. Donc là, en fait, proposer d'autres légumineuses qui sont plus faciles à digérer. Euh, Également, attention sur la lassitude de certaines légumineuses. Il est facile de prendre l'exemple de mettre des lentilles très facilement dans les menus. C'est facile à cuisiner, c'est facile en fait à intégrer. Mais voilà, le senior en fait se laisse facilement parce que c'est des choses qu'ils avaient déjà l'habitude en fait de cuisiner. Donc voilà, on peut ouvrir les panels. Aujourd'hui, les légumineuses sont assez variées sur le marché. Savoir que la transition donc, pour la végétalisation des menus d'un senior doit être accompagnée par un professionnel de la nutrition pour garantir l'équilibre nutritionnel du repas. Tout à l'heure, l'exposé de Dominique a vraiment mis en avant le ratio du 80-20, 80% de légumineuses et de végétales par rapport céréales, pardon, par rapport aux acides aminés. Et ça me permet assez judicieux pour créer une base de menu. Encore une fois, si vous mettez en fait une belle assiette en fait de légumineuses avec cette sauce en fait qui accompagne ce repas, les 20% en fait de céréales accompagnants, c'est réalisable dans le sens où voilà, c'est des produits qui créent des fausses routes, donc il faut être vigilant. Également, 100 grammes de légumineuses cuites, vous avez 10 grammes de protéines qui sont retrouvées dans 250 grammes de céréales. Donc, ça nous redonne aussi, enfin, voilà, ça nous dit qu'il faut quand même bien accentuer aussi sur ces légumineuses. Donc, il y a autant d'intérêt, en fait, de mettre une assiette bien remplie de légumineuses. Le senior a des besoins nutritionnels qu'il faut adapter. Il ne me semble pas, enfin, pour ma part, une alimentation 100% végétale des protéines donc soient recommandées, surtout quand on avance en fait dans l'âge. On peut avoir un risque de sarcopénie, un déficit en oméga 3, un déficit en vitamine B12, même si voilà, ils sont supplémentés malgré tout aujourd'hui par une moins bonne prise d'alimentation carnée. Également, dans la prévention des chutes, cette alimentation ne couvre pas les besoins en calcium et en vitamine D. Et dans la prévention et la prise en soin de la dénutrition, cette alimentation n'est pas adaptée en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas forcément fait un focus sur ce point-là. Pour moi, l'alimentation individualisée chez le senior est plus que recommandée. Une alimentation pesco-végétarienne peut être proposée dans ces conditions. Et pensez que voilà, le senior doit être pesé tous les mois et l'activité physique adaptée recommandée en plein air. Et c'est encore mieux. Donc, pensez-y. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Célia. Je vous en prie. Donc, merci à vous deux pour ces présentations. Nous avons eu quelques questions de la part de nos auditeurs. Donc, on voit bien effectivement qu'il y a des nouvelles informations dans ce qu'on pouvait connaître sur les besoins en protéines des personnes âgées. Avec Dominique, il nous semble là un réel intérêt à voir cette augmentation se faire au niveau de l'apport en protéines à partir d'un âge physiologique auquel on atteindrait un vieillissement certain, donc qui est variable suivant les personnes, donc si j'ai bien compris ce que vous nous avez présenté. Donc on voit bien à quel point cet apport de protéines est important et que vient se greffer là cette volonté sociale d'être dans une végétalisation de l'alimentation qui vient tout de même quelque peu complexifier ce qui semble être une urgence à maintenir un apport protéique et surtout en acides aminés essentiels, on a bien compris, qui est très important chez la personne vieillissante. Dans ce cadre-là, donc on a plusieurs questions. Une des dernières questions porte sur l'intérêt de la consommation du lait et des produits laitiers chez les personnes âgées, car on entend par végétalisation, bien évidemment, le fait d'intégrer
plus de végétaux à notre alimentation, mais on est avant tout dans le cadre d'une réflexion en termes de durabilité alimentaire. Or, dans les premiers webinaires que nous avons faits, nous avons bien compris que en termes de durabilité, les produits laitiers et le lait notamment sont des aliments qui ont un impact tout à fait favorable en termes de durabilité environnementale, en se situant entre l'indice qui est calculé pour les aliments à base, enfin la viande, viande, poisson et les produits végétaux. Donc c'est un certain intermédiaire qui fait rentrer le lait, les produits laitiers dans la case d'une certaine durabilité. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être, alors peut-être Célia, du point de vue de l'acceptabilité des personnes âgées, peut-être par rapport aux produits laitiers, est-ce que du coup là on a véritablement une carte à jouer dans cette modification, dans cette végétalisation par les produits laitiers peut-être, et puis après une réponse peut-être aussi plus théorique, plus précise d'un point de vue nutritionnel sur notamment donc les protéines laitières, l'avantage du lactosérum. Est-ce qu'il faut passer en termes également de complémentation comment envisager un bénéfice d'une éventuelle supplémentation plus systématique à partir du moment où on a une dénutrition ou plus en amont? Voilà, est-ce qu'on peut peut-être faire ces deux questions autour de cette végétalisation par les produits laitiers? Qui veut répondre en premier, peut-être Je sais pas, Célia, vous commencez? Célia? Merci Allez. Denis. Non, les produits laitiers ont toujours été acceptés hein, par le senior, c'est pas un frein ça. Alors évidemment, nous, en tant que diététicien nutritionniste, on est friand en fait, hein, malgré tout, de ces produits-là. Dominique l'a mis au niveau théorique en fait, hein, les bienfaits de ces produits. Nous, ça a tout intérêt effectivement, et en plus on a des bons retours, notamment sur des prises en soins, sur la dénutrition, si vous partez sur ceci. Après, si on reste sur la végétalisation, moi je vous l'ai dit en conclusion, je ne suis pas sûre enfin 100% du menu en fait végétalisé ne peut pas apporter en fait et répondre aux besoins en fait du senior. Euh, donc voilà, ça se complète en fait avec Dominique. Pour moi, les produits laitiers, le lactosérum, la whey, même si effectivement, voilà, mais on sait en fait le résultat que ça donne. Chez nos résidents, c'est important. Sur la sarcopénie, c'est important en fait de les introduire. Voilà, je pense qu'il y a un équilibre en fait à jouer. Pour moi, les produits laitiers ont leur place en fait encore. Actuellement, il faut quand même malgré tout écouter et puis respecter aussi hein, les dernières recommandations du BNS 4. On est quand même voilà, sur 2 produits laitiers par jour. On respecte en fait ces recommandations, d'autant plus que de toute façon, théorique, enfin, Dominique l'a soulevé, en fait, on a quand même un enjeu nutritionnel en fait à les conserver. Voilà, je pense qu'il y a un respect en fait à faire dessus. On peut pas tout. La transition, elle peut pas faire volte-face comme ça. Et de toute façon, nos seniors sont pas prêts en fait. Hein, s'il faudrait arrêter effectivement les produits laitiers. euh, Culturellement, en plus les seniors qui arrivent là, nos jeunes seniors ont été dans cette gestion du produit laitier quotidienne, pluriquotidienne. Hein. Donc voilà, je pense que là pour le coup, il faut quand même leur laisser dans les menus. Enfin, en tout cas, moi, ils sont présents 2 fois par jour dans le respect du PNLS 4. Oui, Oui, merci Célia. Je vous laisse la parole, Dominique. oui, oui, bon, effectivement, moi je suis complètement d'accord avec Célia. Je veux dire, les produits laitiers sont quand même des sources nutritionnelles intéressantes, hein, au-delà même des protéines, hein, parce qu'on a aussi le calcium, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui sont aussi associées aux produits laitiers. Après, effectivement, on a plusieurs types de produits laitiers. Donc, c'est vrai qu'il y a le lait, mais il y a les yaourts, il y a le fromage blanc, il y a le fromage, etc. Donc, c'est quand même des protéines quand même qui sont plutôt de bonne qualité sur un index chimique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acide aminé limitant. Ensuite, sur certaines sources, effectivement, comme le fromage, ça peut être relativement intéressant pour les personnes et les seniors, hein, qui sont pas forcément des grands buveurs de lait. Enfin, en tout cas, ce que j'ai pu ou donc ce qu'on a pu me dire. Hein. Bon, par contre, effectivement, c'est des vecteurs intéressants en termes quantitatifs, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de protéines.
Donc, ce qui permet avec des petits volumes de couvrir quand même une partie non négligeable donc du besoin, parce qu'on a toujours cet aspect en fait quantitatif hein, qui est prégnant sur ce type de population, surtout quand on a des petits mangeurs ou des petits appétits et des dénutris. Alors, je mettrai à part le dénutri parce que pour moi, c'est encore une population à part, où là, effectivement, moi, ce que je pense, hein, je suis pas médecin, je suis pas diététicien, je raisonne de façon un peu théorique. Moi, quand on a une personne dénutrie, il faut d'abord la faire manger. Et après, quel que soit, je veux dire, ce qu'on trouvera comme levier, si elle préfère les produits laitiers, le fromage ou les lentilles, quelque part, enfin, je dirais, on s'en fout un peu, quoi. Ce qu'il faut, c'est déjà la faire manger. Et dès que cette personne sera, entre guillemets, remise un petit peu sur les rails, où là, on va pouvoir commencer à jouer effectivement avec l'optimisation dont je vous ai parlé. Après, les isolats et concentrats protéiques, c'est vrai qu'on a le lactosérum qui est relativement intéressant en termes qualitatifs, hein, même s'il y a certaines limitations. Mais c'est pareil, quand on commence à complémenter en protéines, c'est qu'on est en dessous du besoin la plupart du temps, sinon on n'a pas besoin de complémenter. Voilà, ça aussi c'est la règle, hein, théoriquement, on n'a pas besoin de complémenter si on a le besoin. Donc là, pareil, hein, ça va permettre de couvrir le besoin, en tout cas d'arriver au plus proche du besoin, en évitant d'augmenter trop les apports, enfin les volumes à ingérer. Et là, effectivement, il vaut mieux jouer sur du lactosérum que sur de la caséine. Moi, je suis toujours un petit peu surpris, mais j'ai un œil assez extérieur. Hein. Je suis pas praticien, mais moi, bon, quand je vois les CNO dans lesquels l'apport protéique va être donné par ce type de produit quasiment au besoin ou à 50% du besoin, je suis toujours surpris qu'on donne de la caséine, par exemple. Bon, après, c'est un constat, hein, je sais pas. Alors, je sais qu'il y a des problèmes pour pouvoir mettre des grandes quantités de lactosérum dans des produits, je dirais, de type CNO, hein, parce que c'est une protéine qui est assez difficile à mettre en œuvre. C'est peut-être aussi pourquoi l'explication de la non, je dirais, variété de ce type de produit. Après, vous pouvez rajouter des poudres de lactosérum dans les repas, dans les soupes, dans les sauces. Bon, faut éviter la sauce parce que si ne mange pas la sauce, vous avez perdu votre stratégie. Mais bon, vous avez des produits lactés ou des desserts lactés sur lesquels on peut le faire. Alors, il faut apprendre, hein, le lactosérum, quand on le met dans certains yaourts, ça grumote ou ça donne des goûts amers. Hein. Mais là, bon, les process technologiques et puis une bonne formation pourraient permettre quand même de le réaliser, que ce soit donc en EHPAD ou dans les cuisines centrales, sur les livraisons de repas ou à l'école, etc. ou dans les hôpitaux. Donc, on ne bannit pas les produits laitiers, ça reste... voilà. Si on prend du lait, c'est sûr, hein, 4 à 5 grammes de protéines pour 100 grammes. Si vous voulez couvrir le besoin qu'avec du lait, ça va être compliqué aussi. Merci beaucoup. Non, on les bannit pas, effectivement, et ça peut même être un bon joker dans cette C'est un bon démarche de levier. végétalisation pour compenser ce que vous nous avez décrit hein, comme une perte de biodisponibilité des protéines et des acides aminés issus des végétaux, compenser peut-être avec une utilisation d'autant plus importante des produits laitiers qui conviennent également à la mastication, aux besoins de déglutition que nous a décrit Célia, Ouais, ouais. etc. Puis on a aussi Euh, les œufs, dans le même type d'aliment, on a les œufs, hein, ça fait et les œufs, partie. Alors quand on se met sur un plan purement définition, j'aime pas non plus, mais dans le végétarisme, on garde les œufs et les œufs, bien sûr. c'est un aliment, presque, je veux dire super aliment, j'aime pas dire ça non plus, mais sur un terme protéique, c'est plutôt très 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 intéressant. Et c'est facile à mettre en œuvre, il n'y a pas forcément de mâche, etc. Donc là aussi, c'est à garder si on veut végétaliser de façon importante, de manière à avoir une sorte de socle de protéines végétales, laitières ou œufs qui vont compenser quand même un certain nombre de défauts. Oui, tout à fait. Si on fait une synthèse avec ce que nous a dit Nicole Darmon lors du premier webinaire, par exemple, on voit bien que les produits laitiers et les œufs vont répondre, être aux confins des attentes à la fois nutritionnelles et en termes de durabilité environnementale. Oui, Il y a eu plusieurs réactions par rapport à un espèce d'effet d'annonce sur le rapport entre les légumineuses, le mélange idéal entre légumineuses et céréales pour obtenir un bon équilibre en apport en acides aminés. Le 80%, 20% a fait réagir quelque peu. Euh,
étant donné que, alors à confirmer, on note dans une des questions que les recommandations du GEMRCN, donc pour ce qui est de la restauration collective, indiquent plutôt un mélange à 2 tiers de céréales, 1 tiers de légumes secs. Alors, est-ce que c'est pas bon et il faut tendre, comme ce que vous actez déjà apparemment, Célia, hein, vous êtes déjà, vous, à Ouais. 80% de, Mm. 80% de légumineuses pour 20% de céréales. Et qu'est-ce que ça veut dire, Célia, en termes pratiques, pour un plat végétal type tagine sans viande? On a une question. Quelle est la proportion de pois chiches recommandée par portion pour remplacer la protéine animale par rapport au blé? Comment on modifie ces recettes qui traditionnellement sont plutôt dans un rapport inverse? Voilà. Alors, je suis pas étonnée en fait des questions. Il faut savoir qu'en 2019, j'étais voilà avec l'ARS à Nancy sur justement un collectif sur le PNNS4 en fait, et donc on était entre un professionnel de santé. Et cette question était déjà là, en fait. Nous, en tant que diététicien nutritionniste, on disait, mais le GMRCN, donc c'est le mouvement d'études sur la restauration collective, on a des recommandations avec des grammages, en fait, sur certains aliments et à maintenir. Et on s'est dit, mais là, ça va être un peu compliqué, en fait, de pouvoir allier les deux. Et pour ma part, en tout cas, c'est à un moment donné, on ne peut pas mener tous les combats. Enfin, c'est pas possible, en fait, de tout mettre bout à bout. Donc, à un moment donné, bah voilà, comme Dominique tout à l'heure disait, quoi, la personne en fait qui mange moins, bah, l'objectif en fait déjà c'est qu'elle reprenne goût en fait à manger. Là, il me semble que si on veut partir et suivre des recommandations de végétalisation des repas, bah, le GMRCN, malgré tout, en fait, il y a des modifications qui risquent d'arriver de toute façon dans les années à venir, parce que le GMRCN, en fait, ne peut pas répondre, en tout cas, sur la végétalisation des repas. Enfin, vous verrez, enfin, voilà, on ne peut pas allier les deux en même temps. Enfin, en tout cas, moi, dans les menus, on est obligé de lâcher des choses. Donc, en fait, vous végétalisez des repas, mais en tout cas, bah, c'est sûr que oui, sur GMRCN, bah, il y a des choses en fait sur lesquelles on ne peut pas aboutir. Donc voilà. Après, les résidents, enfin les seniors, nous ici, sont friands des légumineuses. Donc la théorie de Dominique, en fait, est facile à mettre en œuvre. Vous mettez un maximum en fait de légumineuses avec une sauce aux tomates en fait un peu huilée, avec un peu de céréales derrière. Et franchement, ça fait une alchimie en fait qui va plutôt bien. Comme la légumineuse en fait cuit et si vous voulez, ça se délite un peu malgré tout. Donc en fait la protéine carnée qu'on pourra avoir en fait dans un plat qui se verrait moins parce que c'est des plats complets et le senior aime bien les plats complets en fait, faut le savoir. Donc c'est plutôt facile en fait. Après, je pourrais faire un guide de recettes. Si ça serait sur un prochain webinaire avec Dominique, on pourrait faire des planches recettes et puis des recommandations. En tout cas, le 80-20 pour moi, enfin, c'est facile de le mettre en place chez le D'accord. sujet âgé avec encore une fois ces risques de fausse route où je suis assez sensibilisée, où je donne des informations pour nos équipes. Voilà, pour moi, c'est vraiment un bon appel, en fait, de partir sur ce ratio-là. Donc, ça arrange Dominique et ça arrange le senior. Donc, Ouais, c'est très bien. bah, j'avais essayé de répondre dans les questions-réponses, donc je sais pas, mais c'est vrai que le 80-20, je le fais un peu exprès, enfin, je le fais un peu exprès. Je pense que ça va à l'encontre, ça va à l'encontre effectivement des, voilà, peut-être des croyances. Moi, j'ai raisonné sur un plan purement théorique, hein. Je veux dire que c'est pas ce que je veux ou ce que je veux pas, c'est que pour avoir une protéine équilibrée en termes d'acides aminés, si on met trop de céréales, on va être carencé en lysine. Si vous êtes carencé en lysine, vous êtes obligé d'augmenter l'apport. Alors, c'est pas grave. Si votre client ou votre patient ou dans les écoles ou dans les EHPAD, ils mangent, c'est pas un problème. C'est vraiment dans le cas où il y aura un problème sur l'apport quantitatif. Si vous êtes en dehors des clous et que vous êtes carencé en lysine, vous êtes obligé d'augmenter les apports. Après, effectivement, il y a aussi, ça dépend comment vous allez réaliser ce mélange. C'est-à-dire que si vous partez avec des graines, quand même, les graines de céréales, c'est pas hyper riche en protéines, hein. C'est très, très faible en protéines. Donc après, vous devez aussi imaginer, si je fais du 80-20 ou si je fais du 50-50, combien quantitativement je vais mettre, je sais pas moi, des blés ou de graines de maïs ou de riz pour pouvoir. Et là, vous allez tout de suite voir que si vous projetez dans ce qui va être réellement consommé, ça va faire des quantités astronomiques. Et bien entendu, ça va dépendre du degré de végétalisation que vous voulez obtenir.
plus le degré de végétalisation va augmenter, plus le ratio 80-20 va être prégnant. Si vous faites un apport de protéines végétales avec peu de 50% du besoin, donc forcément, vous apportez des produits de type animaux, des œufs, de la viande, du poisson, etc. Donc forcément, vous allez récupérer l'effet négatif sur la lysine et peut-être que là, vous pouvez vous permettre de faire du 50-50. Ce qui va compter à la fin, c'est la quantité totale de chaque acide aminé qui est consommé et de voir s'il est à minima à celui de la protéine de la FAO. Donc là, il faut que vous fassiez les calculs. Là, ça fait des sacrées Effectivement. assiettes, hein. Mais voilà. Et alors justement sur le côté traduction pratique de vos recommandations, il y a une question. Quelles sont les légumineuses les plus digestes pour l'intestin et est-ce que le fait de les proposer en purée, ça va augmenter la biodisponibilité des protéines, des acides aminés, ainsi que le confort digestif? Est-ce qu'il y a vous avez des données sur les éléments les déterminants d'augmentation de la biodisponibilité par la cuisson, la modification, l'ajout de bicarbonate à la cuisson, etc. Est-ce que vous avez des données là-dessus, Dominique, pour nous aider Alors, on n'a pas été jusque-là, hein. Alors, pour ce qui est des légumineuses, donc c'est assez rare qu'on les consomme crues, hein, donc parce que là, franchement, elles seront largement indigestibles. On est bien Donc, d'accord. forcément, c'est le type de produit qu'il faut faire cuire. D'ailleurs, c'est un des verrous pour lequel on en consomme relativement peu. Et tremper, Après, souvent. et il faut Mm. les tremper avant, etc., parce qu'il Mm. faut détruire les matrices de manière à pouvoir effectivement qu'elles soient consommables chez l'homme. Après, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire si je consomme une lentille cuite qui reste sous forme de graines ou une lentille que je vais mettre sous forme de purée, est-ce que globalement, je vais modifier la biodispo ou la digestibilité? Moi, j'ai pas de données là-dessus. Bon, peut-être qu'elle existe, mais en tout cas, moi, je les connais pas. Par contre, toujours le déterminant prégnant, c'est avec quoi on va les consommer. Parce que voilà, dans un repas, il y a plein d'éléments, il y a plein d'interactions possibles, on les connaît pas toutes. Plus le repas, par exemple, va être riche en lipides, plus on va limiter la vidange gastrique et donc par effet mécanique, on va avoir une diminution de la vitesse de digestion. Voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de matière grasse dans l'alimentation. C'est simplement, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et quand vous voulez vraiment optimiser de façon importante, surtout sur la personne qui est juste à la limite et qu'il faut surtout pas qu'elle bascule, voilà, c'est peut-être aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Et si vous voulez mettre en purée votre lentille, peut-être qu'il vaut mieux parce que premièrement, vous allez peut-être éviter une fausse route. Et puis après, ça va peut-être être plus appétant, plus acceptable. Et c'est ça l'important. Et la quantité consommée plus importante, c'est toujours ça de gagner. Et j'ai pas d'éléments concrets sur le bicarbonate, sur ces aspects-là. Et en pratique, nous sur le terrain, enfin, la digestibilité, ça dépend. C'est senior, c'est individualisé en fait, hein. C'est vraiment variable, hein. C'est pas forcément, c'est pas unanime, hein. C'est pas plus telle et telle légumineuse est plus digeste. C'est vraiment au cas par cas. Et puis un senior, il arrive avec toutes les pathologies aussi, hein. Donc en fait, on arrive quand même sur voilà sur une fin de course avec des histoires de vie, des histoires de pathologie. Et forcément, voilà, c'est tributaire aussi de ça aussi, hein. Donc, il n'y a pas forcément plus de légumineuses adaptées aux seniors plus qu'une autre, hein. C'est justement s'adapter, c'est individuel en fait, c'est adapté à lui. Les cuissons, c'est tout pareil, hein. Vous réhydratez en fait la veille, vous mettez en cuisson. Justement, je trouve que c'est des bons aliments pour nos seniors en termes de texture. Après, sur la digestibilité, c'est au cas par cas. Sincèrement, il n'y a pas de, Ouais. c'est pas unanime en fait. Après, pour ce que je disais tout à l'heure, il y a ces fameux facteurs antinutritionnels, hein, quand même qui sont présents. Or, c'est pas une problématique légumineuse, c'est une problématique végétale, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une grande partie de ces facteurs antinutritionnels qui disparaissent, notamment au moment de la cuisson, hein. Voilà. Après, il peut toujours en rester. Et bon, voilà. Donc, du coup, bon, c'est une petite alarme, mais quelque part, si votre personne, elle mange des lentilles, qu'elle va marcher un steak, et ben, allez-y avec la lentille, hein. De toute façon, l'important, c'est qu'elle consomme, hein. C'est Ouais. pragmatique, mais c'est un peu, comme disait Célia, c'est du cas par cas quasiment. Alors, on ne va pas parler de nutrition personnalisée, quoique c'est quelque chose qui finit par arriver. On y arrive, hein, On y arrive. Dominique, hein. Ah oui. Nous, on travaille sur ces vitesses de digestion, hein. Donc, moi, j'ai pris une vingtaine de personnes seniors, en fait,
voilà, dite en bonne santé. Puis on a regardé la vitesse de digestion du whey et de nos fameux mélanges protéiques là, et ben vous avez tous les cas de figure. Ça veut dire vous avez des gens qui sont mauvais en whey mais qui vont être bons en légumineuses et inversement, des gens qui sont bons pour les deux, etc. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, moi, ce que je vous ai présenté, c'est des moyennes. Ça veut dire que globalement, c'est quelque chose sur lequel il faut prêter attention, mais peut-être que votre senior, il est super bon en vitesse de digestion avec des lentilles. Et s'adapter, je crois que c'est le mot d'ordre. L'enrichissement en whey, ou bah voilà, on le fait aussi, hein, nous, voilà, sur ces pots de protéines, ce lactosérum, on le fait. Ça marche pour certains, Ça marche pas pour pour tous. Ouais. d'autres non. Donc en fait, avec le médecin, on tâtonne, on évolue et on s'adapte. Et l'individualisation en fait des repas du senior, bon, j'en garde ma priorité parce qu'il ne faut pas perdre dans l'esprit que ici j'ai voilà 440 résidents. Donc l'objectif c'est d'avoir un peu moins de dénutrition liée à ça, et au plus vous êtes au plus proche en fait de son alimentation, au moins vous avez tous ces effets secondaires. Donc vous adaptez. Faut s'adapter, il faut personnaliser. Il nous reste 5 minutes pour les dernières questions. Il y a beaucoup de choses qui reviennent autour de l'ultra-transformation. Alors, on peut partir d'une question sur les polyphénols, sur une de vos premières diapos, Mhm. Dominique. Oui. En quoi les polyphénols de fruits permettent d'éviter la résistance à la digestibilité des protéines? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce point-là, en allant peut-être dans votre développement sur cette ambivalence-là, sur le fait que finalement la matrice, l'effet matrice des aliments végétaux aurait plutôt une tendance à nous ennuyer un peu par rapport à la biodisponibilité des protéines, et du coup vous nous conseilleriez peut-être d'être dans une utilisation des isolats et donc des produits plutôt ultra transformés pour une meilleure biodisponibilité. Est-ce qu'on peut faire un petit point de clarification avant la fin sur ce point, et puis on finira sur les messages clés. OK. Merci. Alors, je vais essayer d'être court. C'est une question extrêmement complexe, hein, parce que c'est Mm. ni tout blanc ni tout noir, hein. Donc, je vous donne des éléments. Alors, c'est pareil. Nous, l'étude qu'on a faite, c'est que voilà, on avait mis ces fameux polyphénols. Et au départ, en fait, c'était des polyphénols qui avaient été utilisés pour préserver de l'oxydation sur la maturation de la viande, qui est un bioprocédé de maturation de viande. Donc voilà, faut remettre le contexte. Bon, par contre, ça a été la surprise pour nous parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. Mais en fait, bon, en cherchant un petit peu, on s'aperçoit que les polyphénols et certains tanins, par exemple, qui font partie des polyphénols, ce sont quand même des molécules extrêmement stringentes. Et en fait, je donne toujours cet exemple-là, hein. Quand on veut transformer de la peau en cuir, on utilise des tanins, des polyphénols, ce qui explique le mot tannage. Donc en fait, ça tanne des protéines, ça les compacte, etc., ce qui permet d'avoir en fait des protéines qui sont dures et donc indigestibles. Donc on peut imaginer que quand on utilise des polyphénols en molécules pures, on peut avoir exactement le même procédé qui se fait au niveau des protéines alimentaires au cours de la digestion, c'est-à-dire qu'on va commencer à tanner en fait les protéines alimentaires, donc elles vont devenir résistantes à la digestion. Et l'autre chose, si on le consomme de façon chronique à grande quantité, on peut également tanner les protéines de notre intestin, par exemple. Et forcément, on va avoir un intestin qui sera beaucoup moins fonctionnel. Donc voilà, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer de polyphénol, hein, loin de là, mais voilà, il faut faire attention effectivement à ce type d'interaction qui peut exister, notamment chez des personnes pour lesquelles on est borderline, voire en dessous du besoin. Voilà, ça c'est déjà le premier point. La deuxième question, je ne me rappelle plus. Euh, C'est finalement sur l'ultra-transformation. Ah Est-ce oui, qu'elle alors, est végétalisation de l'alimentation de la personne âgée et utilisation de produits ultra-transformés, parce qu'on aurait un bénéfice à ce qu'il y ait des isolats plutôt que des matrices complètes? Qu'est-ce que vous avez à dire alors, là-dessus? c'est pareil, l'ultra-transformation, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un produit transformé? Chacun donne sa définition. Donc voilà, après, on consomme quasiment tout le temps des produits transformés. Faire cuire quelque chose, on transforme un aliment. Donc là, effectivement, on est dans l'ultra. Alors moi, j'aime pas dire ultra transformation, je parle d'ultra formulation. Pour moi, c'est différent. Ça veut dire que quelque part, on va réassembler un certain nombre de composés. Pour pouvoir réassembler, on est obligé de rajouter un certain nombre de produits pour que ça tienne, pour pas que ça se délite, voilà, des arômes, etc. Ensuite, c'est toujours pareil. Ça veut dire que quand vous allez végétaliser,
vous savez, vous êtes entré, si vous conservez que des produits végétaux le plus brut possible, c'est que les volumes alimentaires vont augmenter. Donc, à un moment donné, c'est à vous de juger que si votre cible, votre personne cible, elle a un appétit important et qu'elle peut consommer ce type de volume, à la limite, prenez les produits les moins transformés possibles, bien entendu. Par contre, si vous avez une demande de végétalisation avec quelqu'un qui mange pas, eh ben, il va falloir remettre la même quantité de protéines dans un volume plus petit. Et là, vous êtes obligé de passer par les isolats et concentrats. Et donc, du coup, vous rentrez dans un process d'ultra-formulation ou d'une formulation plus complexe. Après, si le bénéfice-risque est en faveur que avec ce type de produit dans lequel vous avez mis une ultra-formulation, un isolat et un concentrat et que derrière votre personne est renourrie, pour moi, le bénéfice va quand même dans le sens de consommer, couvrir le besoin, même si c'est avec un produit qui est plus transformé ou plus formulé. Mm. Oui, Bah, d'accord. Merci pour ces précisions. C'est plus clair, effectivement. Célia, vous aviez quelque chose à rajouter sur ce point? Mais enfin, je rejoins en fait Dominique, hein, sur le terrain, on a le même objectif en fait, hein, c'est de renourrir, de satisfaire en fait les apports en fait, hein, du senior, quel moyen que ce soit. Enfin voilà, je pense que c'est important d'avoir cet objectif-là. Très bien. Juste une dernière chose pour finir, peut-être chacun d'entre vous, les messages clés concernant donc la végétalisation dans le cadre du bien vieillir. Alors pas simplement pour effectivement les personnes les plus âgées, mais peut-être aussi le message à passer vers les jeunes seniors qui souhaitent bien vieillir avec dans ce cadre d'une alimentation durable végétalisée. Quels seraient vos messages clés, Célia, et ensuite Dominique, avant de nous quitter? Bah, bien écouter en fait, hein, les messages nationaux qui sont passés sur la nutrition, puisqu'en fait c'est ce qui nous porte au quotidien et moi c'est ce qui m'anime en fait, hein, pour faire les menus, pour travailler avec les responsables de restauration et puis nos équipes sur le terrain. Donc on est aussi des messagers de ces paroles-là et je pense que voilà les seniors, s'ils peuvent écouter, on les accompagne hein, du mieux qu'on peut en fait vers ces directions-là. Et normalement il n'y a pas de raison en fait, hein, il y a suffisamment de chercheurs et de recherches qui ont été faits en amont donc, normalement, voilà, faut se laisser guider. moi, mon message, effectivement, je pense que bon, cette transition alimentaire, bon, on va être obligé de la faire hein, d'une manière ou d'une autre. Donc, autant se préparer. Donc, aujourd'hui, je pense que quand vous êtes en bonne santé, cette transition est relativement facile à faire, hein. Elle représente relativement peu de risques, surtout si vous êtes au-delà de votre besoin. Je rappelle, hein, la consommation moyenne du Français est de 1,4 g de protéines par jour et par kilo et par jour. Donc, on est largement au-dessus du besoin. Donc, même si on végétalise et qu'on maintient cet apport, à mon avis, le risque, il est quasiment nul. Après, au cours du vieillissement, ça va dépendre de votre état de santé. Et après, si vous voulez réellement faire cette transition, aller vers le végétarisme ou le végétalisme, faites-vous accompagner. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Et plus votre état de santé ou plus votre âge chronologique va être élevé, plus cette transition va être compliquée à faire. Elle sera pas forcément à 100%, mais surtout, ben, faites-vous accompagner et prenez les bons déterminants qui correspondent à votre personne. Merci beaucoup Dominique. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Donc il y a eu énormément de questions dans le fil de discussion questions-réponses. Dominique a essayé de répondre et Célia aussi par écrit. On a bien évidemment peut-être pas répondu à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à regarder les réponses écrites par Dominique et Célia dans l'onglet répondu. Voilà. Nous vous remercions beaucoup pour votre présence ce matin. Merci Dominique et merci Célia. Merci à Et vous. nous vous souhaitons une bonne continuation et sans doute à une prochaine fois pour un nouveau webinaire au sujet de l'alimentation durable. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci, au revoir, bonne journée. Au Au revoir. revoir, bonne journée à tous.